il faut savoir que, par expérience, Paris a une force d'attraction énorme. Et en cela, c'est très important de pouvoir organiser au moins un congrès, enfin, de ne pas oublier Paris comme lieu de congrès. 17 ans, c'est beaucoup. Néanmoins, il y a une volonté des ordres, de nos institutions, de l'activité et également de tout ce que représente Paris, de pouvoir maintenir cette notion de Paris, place de droit et place de droit international. Nous avons été aidés en cela immédiatement par le président du tribunal de commerce et par les chambres commerciales de la Cour d'appel de Paris. En fait, c'est les chambres commerciales spécialisées, puisque il y a eu le consensus qui s'est fait entre ces chambres commerciales et la Cour d'appel. C'est ce protocole mis en place entre le barreau, le tribunal et la Cour d'appel pour pouvoir offrir en remplacement de la place de Londres après le Brexit, la possibilité d'avoir un lieu où on peut trancher les conflits internationaux avec des délais relativement courts et surtout un coût qui soit absolument maîtrisé. Parce que la grande question à chaque fois que nos clients nous posent sur l'arbitrage ou sur ces médiations internationales, c'est combien ça va me coûter. Or, quand vous savez que au tribunal de Paris, le coût est nul et que le seul timbre que l'on doit payer devant la cour d'appel, c'est 225 €, vous voyez que finalement, le coût de l'organisation de ces litiges internationaux est vraiment très compétitif. Donc, c'est le point qui est important. On a, avec le barreau de Paris, organisé Paris Place de droit international parce que ça a été un prolongement. Mon confrère Jacques Bouissot, qui est également à l'origine de ce Paris Place de droit international, qui était membre du Conseil de l'Ordre, a mis en place au fur et à mesure l'organisation de ces manifestations et je crois qu'on en retire quand même les bénéfices. Une des activités principales de nos cabinets, c'est l'activité de conseil, c'est-à-dire qu'il faut avoir un élément supplémentaire à apporter à nos clients. Cette activité de conseil débouche sur les contrats. Les contrats, le seul moyen de trouver une solution pour pouvoir agir assez vite en matière internationale sans avoir besoin d'aller devant les chambres arbitrales qui ont leur intérêt également auprès de la Chambre de commerce et de la Chambre de commerce internationale, c'est de pouvoir aller vers ces juridictions et jeux spécialisés. Et je crois que nous avons un outil qui est un outil extrêmement compétitif. Et à l'occasion du cocktail organisé par le tribunal de commerce de Paris, nous avons pu échanger à la fois avec le président du tribunal de commerce, M. Patrick Sayer, mais également avec les représentants des chambres d'appel, notamment Mme Chaler et Mme Brun-Allemand et M. Barlot qui étaient là. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'aller chercher les dossiers. Les dossiers commencent à venir naturellement à Paris. Alors bien sûr, il y a une compétition qui se met en place. Compétition avec Amsterdam, compétition encore avec Londres, compétition avec Düsseldorf et Francfort, mais elle reste quand même limitée au regard de la facilité qui est offerte par les chambres commerciales de la Cour d'appel de Paris. Alors, il faut savoir qu'au départ de la création de l'UIA, l'UIA a été la mise en place d'un processus d'accompagnement des pays dans un processus de paix après la guerre de 14 et après la création de la Société des Nations. Dans notre ADN de l'association, il y a effectivement la défense de la défense, c'est-à-dire au départ la défense des avocats. Dans le cadre des avocats, lorsqu'ils sont en danger. D'ailleurs, il y a une commission spéciale sur la protection des avocats en danger. On s'est aperçu que cette activité de la défense des droits de l'homme ou des droits humains est devenue de plus en plus prégnante, que de plus en plus d'associations ont essayé de se greffer sur ce que nous faisions, parce qu'on avait l'impression que ces associations d'avocats étaient uniquement faites pour le business. Non, il y a quand même l'éthique de notre profession et il y a également la vocation d'assurer cette défense. Donc on s'est très rapidement tourné vers la mise en place de façon, je dirais, un peu plus institutionnelle de la défense des droits humains et de l'état de droit, ce qui va avec. D'où la création de l'Institut UIA IROL. C'est justement pour Institute for Rule of Law. Et il a été créé pour pouvoir
donner un côté très professionnel à cette défense des droits humains, parce qu'on s'aperçoit également qu'il n'est pas possible de le faire sans en connaître les règles, sans en connaître les législations et sans en connaître les modèles. Donc, à partir de là, nous avons eu tout un ensemble de développements qui ont été mis en place et il y a naturellement une interconnexion entre nos activités, les activités des associations qui sont des associations soit gouvernementales, soit avec l'aide des gouvernements, pour pouvoir promouvoir et apporter je dirais, un savoir-faire dans la mise en place de cette défense dans le cadre des conflits. L'UIA a participé à la mise en place, sous l'égide du Conseil de l'Europe et également de toutes les fédérations des barreaux d'Europe, le Conseil consultatif des barreaux européens, ils se sont tous réunis pour pouvoir mettre en place des règles européennes contraignantes à l'égard des États pour assurer la protection de l'activité d'avocat. Parce que ce point est extrêmement important. C'est à la fois la garantie d'indépendance et la garantie non pas de l'impunité, mais d'une certaine liberté dans l'activité de parole et dans l'activité également des actes qui sont produits. Ce point est fondamental. On pense pouvoir le signer au mois de mai 2025, après accord de tous les États, c'est-à-dire des 27 États, qui vont créer un statut protecteur de la profession d'avocat. Samedi, le rapporteur pour l'UIA, parce que ça s'est passé à l'époque où j'étais moi-même président de l'UIA, il est important de pouvoir mettre dans les boucles d'information les sachants, et ce sera le bâtonnier Georges Alberdal qui a été délégué pour ces sujets auprès du Conseil de l'Europe, qui va nous faire un retour pour savoir sur quelle disposition est en train de s'établir cette charte ou cette organisation qui va pouvoir sortir de cet accord commun au sein de l'Europe. Mais effectivement, nous souhaitons, d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que ce modèle est en train d'être non pas repris, mais nous avons des barreaux extérieurs qui sont venus, par exemple le barreau du Japon, de Malaisie, se sont intéressés à nos travaux sur ce sujet particulier. Parce que même s'ils n'appartiennent pas à l'Europe, la condition de l'avocat, elle est universelle. Elle est absolument universelle. Donc, toutes les affaires que l'on a vues, que ce soit les affaires à l'époque de M. Ghosn au Japon, que l'on voit également en Hongrie, eh bien, on s'interroge sur le fait de comment on protège la profession dans le cadre du respect des règles qu'elle a et surtout de son activité. C'est le point important pour pouvoir assurer une vraie défense. Sinon, nous ne sommes que des représentants, des fantoches, des marionnettes qui seraient entre les mains d'institutions.